5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. C'est l'un des objectifs de développement durable fixés par l'Organisation des Nations Unies pour 2030. Un objectif qui semble d'ores et déjà hors d'atteinte pour certains pays. L'accès à l'eau potable constitue un enjeu majeur pour ce troisième millénaire. Au Bénin, l'État a mis en place un important dispositif pour une bonne couverture du territoire afin que les hameaux les plus anonymes soient irrigués. Des grands bonds ont été réalisés en 9 ans, mais des insatisfactions demeurent. Où en est aujourd'hui le Bénin dans sa stratégie d'approvisionnement en eau potable? Eh bien, nous faisons le débat avec, autour de la table, William Apollinaire Tchoki qui est resté juste à côté de lui, Alain Tossounon, journaliste consultant, président du RAMEC, le réseau des acteurs des médias pour l'eau, l'environnement et le climat. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eman. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. C'est un plaisir de vous recevoir une fois encore sur 5 sur 7 matin. En face de vous, Saïd Ouponou, il est le directeur général de l'eau. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler, on va dire, de l'accès à l'eau potable dans notre pays, le Bénin. Messieurs, avant d'entrer de plein pied dans le débat, on va suivre ces mots du ministre Abdoulaye Biotane, interrogé par Estelle Espérance Aurore Pazou et parle des progrès réalisés par le Bénin. On le suit. La politique de l'eau au Bénin a été depuis 2016 au cœur de nos politiques économiques et sociales. Parce qu'en 2016, quand vous alliez partout, dans les villages, vous allez à Dassazoumé, à Glazoué, à Bembereke, à Materi, quand vous demandez aux populations qu'est-ce que vous attendez du gouvernement, c'est donner-nous de l'eau potable. Et donc on l'a inscrit dans le PAG numéro 1, et comme on n'a pas atteint totalement l'objectif d'accès universel en 2021, on l'a repris dans le PAG 2021-2026 et cette politique est en cours aujourd'hui. Nous avons investi plus de 800 milliards dans ce domaine-là depuis 2016. Et à côté, nous avons fait des réformes aussi bien dans l'accès à l'eau potable dans les villes, l'urbain, que dans les campagnes, le rural. Vous allez partout aujourd'hui dans les collines, il y a de l'eau. Nous avons pu donc, sur le plan national, porter l'accès de l'eau de 40% environ en 2016-2017 à aujourd'hui plus de 80%, c'est-à-dire qu'on a doublé l'accès à l'eau potable. Il y a quelques poches dans notre pays où les gens ont des difficultés d'accès et partout où vous avez ces cas, il y a des explications logiques. Fidjrosé, c'est simple, c'est tout simplement parce que avec les travaux d'asphaltage, on a cassé des tuyaux et il faut les réparer. D'ici quelques mois, ça va être fait. D'ici que les travaux d'asphaltage avancent, ces réparations seront faites et les populations de Fidjrosé auront accès à l'eau potable. Akwapa, c'est beaucoup plus structurel. Akwapa a été alimenté par l'eau potable qui venait, disons, de Calavi. Donc, qui traversait toute la ville avant d'arriver à Akwapa et arrivait donc en bout de course pas assez suffisante pour, disons, alimenter toute la population d'Akwapa. Donc nous avons changé cela et il y a des forages importants qui ont été faits à Adjara par exemple et l'eau va venir d'Adjara pour alimenter Akwapa. Les travaux ont commencé depuis l'année dernière, depuis le mois de mai l'année dernière. Ils vont s'achever d'ici peu et d'ici le mois de juin-juillet, les populations d'Akwapa connaîtront une meilleure situation que par le passé. L'accès à l'eau potable sera beaucoup plus à la portée des gens. À l'instant, donc, Abdoulaye Biotane, interrogé par Estelle Espérance Aurore Pazou. William, s'il y a un secteur dans lequel le Bénin a connu des progrès énormes, on va dire colossaux depuis 2016, c'est quand même le secteur de l'eau. C'est vrai, il faut dire que beaucoup de choses ont été faites en 9 ans, aussi dans 8 ans du pouvoir en place actuellement. Par le passé, il y a beaucoup de localités qui manquaient d'eau potable. Quand je prends par exemple le cas des départements, des collines, c'est quand même une région, je dirais, qui vivait une sécheresse hydrique terrible. Mais aujourd'hui, avec quand même l'installation de beaucoup d'infrastructures, il y en a d'autres qui sont encore finis,
Déjà avec, par exemple, le barrage d'Aïdjoko, qui a une capacité de 2 millions de mètres cubes, c'est quand même une importante source d'eau qu'on a apportée à cette population qui en manquait cruellement. Et on a dit même qu'avec cela, on peut avoir de l'eau jusqu'à au moins 50 ans. Donc, c'est déjà quand même quelque chose de gagné à ce niveau. Quand je vais, par exemple, au niveau de Borgou, à Parakou plus précisément, il y a une infrastructure aussi moderne qui a été installée là-bas, qui permet quand même de couvrir les besoins de ces populations de cette localité. Quand vous allez aussi vers Djougou, il y a une autre station qui est installée là-bas, qui permet quand même d'avoir de l'eau. Mais quand on revient un peu aussi au sud, le problème est réglé, mais il reste encore des points noirs. On va en reparler tout à l'heure. On va parler des points d'amélioration, des zones de progrès. On va le dire ainsi. Alain Tossoulon, pour, on va dire, irriguer, pour essayer d'apporter l'eau potable aux populations dans les hameaux les plus reculés, les hameaux les plus anonymes. Il y a eu la création de l'ANAEPMR, ce qu'on appelle l'ANAEPMR, l'Agence nationale pour l'approvisionnement d'eau en milieu rural. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on a réalisé quand même assez de progrès. Le ministre l'a rappelé tout à l'heure. On est passé du simple au double. Oui, on peut... Est-ce qu'il y a de quoi se réjouir? Bien sûr, il faut se réjouir parce que effectivement, vous savez, la question de l'accès à l'eau potable, c'est vrai, depuis 2016, cette question a gagné en priorité. Même si par le passé, vous savez, l'accès à l'eau a été toujours inscrit à l'agenda continu de tous les gouvernements, parce que la question de l'eau, c'est une urgence. Mais ce qui a changé depuis 2016, c'est qu'il y a eu non seulement la mobilisation, une mobilisation record des ressources financières, mais en plus aussi, on a fait un certain nombre de réformes. Vous avez parlé un peu de la création de cette agence, exclusivement donc dédiée à accélérer donc, la réalisation d'un certain nombre d'ouvrages de type nouveau, afin donc de pouvoir donc, avoir les progrès que nous avons aujourd'hui. Mais n'empêche que, bon, vous savez très bien la question de l'eau, il faut que d'abord la ressource soit disponible partout. Or, elle est inégalement répartie et c'est ça qui a freiné un peu aussi cette volonté du gouvernement à atteindre l'accès universel en 2021. Je pense que le ministre Biotchani l'a reconnu. Donc, ce n'est pas une question d'argent seulement donner de l'eau potable aux gens, il faut que la ressource soit d'abord disponible. On a fait des progrès, mais il y a des particularités dans le pays. Le ministre d'État a parlé de Akpakpa, par exemple, où il faut maintenant aller chercher de l'eau à Djara pour pouvoir alimenter Akpakpa et environ. Donc, le cas aussi des collines, qu'on est en train de régler avec la mobilisation des eaux de surface, parce que là-bas, on ne peut pas aller rechercher de l'eau souterraine. Donc, il y a eu des progrès énormes, il faut saluer ces progrès, mais comme vous l'avez dit, il y a encore des points d'amélioration. Parce qu'il ne suffit pas de réaliser des ouvrages, il faut s'assurer que, effectivement, les populations ont accès, que le robinet, quand on l'ouvre, qu'on a de l'eau. Et c'est là où je pense qu'il faut encore faire des efforts pour que nous puissions atteindre l'accès universel comme cela a été donc annoncé. Monsieur Moukono, est-ce que le Bénin peut tenir le cap de 2030 pour l'atteinte de ses objectifs de développement durable? Je pense que c'est l'ODD 4, c'est bien cela. L'ODD 6. L'ODD 6, pardon, l'ODD 6. Oui, et comme l'a dit tout à l'heure le ministre d'État, beaucoup d'investissements ont été faits dans le seul objectif de rendre l'eau disponible en quantité et en qualité à toutes les âmes vivant au Bénin. Et mieux, la trajectoire actuelle nous renseigne sur le fait que nous sommes en train d'atteindre l'ODD 6 bien avant le thème de 2030 fixé par les Nations Unies. C'est vrai qu'il y a encore des points d'amélioration. On va prendre cas par cas. Tout à l'heure, M. William a dit, dans certaines zones, on ne peut pas avoir accès à l'eau souterraine, qui est donc plus facile en matière d'approvisionnement en eau potable. Donc la démarche globale qui a été initiée est de voir dans quelle mesure avoir l'eau, que ce soit souterraine ou de surface, en fonction des spécificités de chaque région, en quantité, mais de façon durable. Autrement dit, la politique, il ne s'agit pas de résoudre le défi actuellement, mais de le résoudre de façon durable. D'où les investissements massifs et d'où également la stratégie qui est mise en place en termes donc d'infrastructures colossales qui permet de desservir beaucoup de villages en même temps. Voilà un peu le choix qui est fait
L'autre aspect également important, c'est la question aujourd'hui de la gestion. Comme vous le savez, aujourd'hui, la gestion est confiée à des fermiers. Ça permet donc de rendre durable cette gestion, de pouvoir entretenir les infrastructures et de s'assurer qu'à court, moyen, long terme, non seulement les investissements actuels sont pérennisés, mais la population continuera d'avoir accès à l'eau. Il ne suffit pas de faire des actions ponctuelles pour 2030, mais nous sommes dans une logique vraiment durable. D'accord. Alors, si on s'en tient, on va dire, aux explications tout à l'heure du ministre Abdoulaye Biotane, à Cotonou, on est passé de 40% en 2016 à plus de 80% aujourd'hui. Pourtant, vous avez commencé par le dire, une partie des Cotonois n'ont toujours pas accès à l'eau potable. On a cité le cas d'Akpakpa où les populations ont, on va dire, exprimé ras-le-bol généralisé parce qu'elles n'ont pas d'eau. Comment en est-on arrivé là? Oui, vous savez, on a manqué, hein, il faut le dire avec courage, de prévision, de projection dans le temps, par le passé. Mais aujourd'hui, l'approche qui est utilisée nous permet de pouvoir résoudre les problèmes qui se posent de façon durable. Quand vous prenez Akpakpa, en fait, est un bout de réseau. Ce qui fait que lorsque vous avez une baisse de pression, les populations en bout de réseau n'arrivent pas à avoir accès à l'eau. Et le ministre l'a dit tout à l'heure, l'a présenté clairement, on est allé chercher l'eau depuis Adjara pour alimenter spécifiquement cette population. Parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas continuer de les approvisionner avec l'ancien système. Et mieux, les anciennes canalisations aujourd'hui sont plus ou moins vétustes dans certaines zones et il faudra donc les renouveler. Vous voyez, si chaque gouvernement qui se suicidait était préoccupé par la question de l'entretien de ce qu'on a installé depuis 1960, la question de leur renouvellement, on n'en serait pas là. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que la stratégie mise en place, elle vise à court, moyen et long terme. L'eau est essentielle pour la vie. Sans l'eau, on ne peut pas vivre. Donc, je vais juste demander aux populations de patienter encore un peu, le temps que les travaux finissent et que d'ici quelques mois, elles aient accès à l'eau de façon continue. Où en est-on aujourd'hui avec le projet d'urgence d'Aglan-Gandon pour permettre aux populations, notamment d'Akpakpa, d'avoir de l'eau? C'est dans le même registre. Vous savez, depuis 2016-2017, on a partitionné le pays et on est en train de voir aujourd'hui, lorsque une situation de non-accès se pose, quelle est la cause? C'est ça, en fait, monsieur le journaliste. Il faut d'abord faire le diagnostic. Est-ce la disponibilité en eau? Dans certains cas, c'est le cas. Est-ce la question de disponibilité de la quantité? Est-ce la question de la canalisation? Est-ce même une question de gestion, etc. Vous voyez? Donc, au cas par cas, en fonction des causes, on apporte la solution idoine qu'il faut en fonction donc des résultats de ce diagnostic. D'accord. Alain Tossenon, je reviens une fois encore à vous. On était ici sur ce plateau il y a quelques semaines en arrière quand la vague de dénonciation a commencé sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, où il y a eu plusieurs, on va dire, plusieurs influenceurs, plusieurs créateurs de contenu qui ont commencé par dénoncer le manque d'eau, notamment à Akpakpa. C'est dommage qu'on fasse autant de progrès et qu'en centre-ville, voilà, on n'est pas tout à fait vraiment accès à l'eau, où l'eau continue d'être quand même lustre en plein centre-ville. Il n'y a pas que Cotonou qui a des problèmes en matière d'accès à l'eau. Hein. Toutes les villes autour de nous, Dakar, Lomé, il y a toujours des poches. Parce que tout simplement, comme tout à l'heure, le directeur général de l'eau l'a dit, il a manqué d'anticipation. Parce que, vous voyez, il y a la démographie qui augmente et donc les besoins aussi donc augmentent. Donc comment on fait pour que effectivement on ait un rythme qui soit en harmonie avec donc le développement donc des villes. C'est ce à quoi nous sommes confrontés. Il y a un problème de déficit de production à Cotonou. Donc et c'est cela que le gouvernement veut régler avec le projet d'urgence d'Aglan-Gandon et puis tout le projet qui d'ici juin va être terminé. Je crois qu'après cette dénonciation,
le ministre et une forte délégation donc, se sont rendus sur le terrain, un peu pour montrer aux populations qu'il y avait donc, des réalisations en cours qui permettraient donc, de combler ce déficit-là. Parce qu'effectivement, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour pouvoir donner de l'eau aux gens, il faut absolument la produire. Et je pense que ce qui a été annoncé, c'est que d'ici juin, les travaux vont être terminés et on pourra alimenter tout à Akpakpa, Sémékodi et puis... Pendant longtemps, il y a eu un faux fuyant, hein. On a attaqué les suppresseurs pour rien. Non. La question des suppresseurs, effectivement, la question des suppresseurs, c'est que parfois, les gens les placent là où il ne faut pas. Et lorsqu'on utilise des suppresseurs, c'est qu'on empêche d'autres de pouvoir avoir accès, de pouvoir bénéficier de la ressource. Est-ce que désormais, avec le projet d'urgence d'Agblan-Ganda, les suppresseurs ne seront plus, on va dire... Donc, lorsqu'il y a suffisamment de l'eau, on n'a plus besoin, donc, en principe, d'utiliser... ça dépend de la zone où vous êtes. Parce que lorsque vous rendez à Akpakpa, c'est un boucan d'enfer quand les suppresseurs se mettent à tourner à plein régime. En partie, c'est parce que, justement, il y avait ce déficit de production que les gens pensaient qu'avec le suppresseur, que le problème serait réglé. Il y a des gens qui ont des suppresseurs dans la maison, mais malgré ça, ils n'ont pas de l'eau. D'accord, William. Non, en fait, ce que je voudrais expliquer par rapport à Akpakpa, peut-être que je n'ai pas tous les éléments, mais le peu que j'ai, je peux quand même l'expliquer. C'est parce que Akpakpa, quand on prend d'où est-ce que l'eau est tirée pour amener Akpakpa, Akpakpa est au bout de la chaîne. Donc, c'est que ceux qui sont déjà au niveau de la chaîne, quand ils tirent l'eau, Akpakpa est la dernière zone à avoir cette eau. Donc, souvent, il y a ce problème-là. À part cela, il y a le problème de suppresseur que les gens installent pêle-mêle. C'est démontré normalement, avant qu'on installe un suppresseur, qu'il faut être au 3e niveau. Les gens sont au ré et ils installent des suppresseurs. C'est pas possible. Si à chaque fois qu'ils ouvrent leur robinet, ils n'ont pas d'eau, ils vont chercher des solutions. Mais ce qui est encore plus grave, Eman, quand les gens installent les suppresseurs, ils n'ont pas d'eau et chaque fin du mois, ils doivent payer encore la facture. Parce que c'est de l'air seulement qu'ils tirent. Donc, je me dis quelque part, c'est pas bien d'installer n'importe comment les suppresseurs. Certes, les techniciens aussi doivent aider la population à dire, voilà, dans tel cas, vous pouvez installer les suppresseurs, dans l'autre cas, ou pas, mais bon, les gens, parce qu'ils doivent gagner de l'argent, bon, enfin, se taisent. Est-ce qu'il y a une réglementation en termes d'usage de suppresseurs? Voilà, c'est là où je voulais en venir. Mais avant, je voulais ajouter un peu, je le disais tout à l'heure, qu'il y a Akpakpa en bout de réseau. Et donc, lorsque vous êtes en bout de réseau et que la pression n'est pas suffisante, vous n'avez pas d'eau. Il est essentiel que les gens comprennent. Et la question des suppresseurs vient justement aggraver ce déficit-là déjà de pression pour ceux qui sont en bout de réseau. D'où l'intelligence et l'innovation d'aller chercher l'eau jusqu'à Adjara pour ramener directement. Du coup, exactement. Du coup, donc, Agblan-Ganda et autres ne sont plus en bout de réseau, mais bénéficieront de la quantité normale et de la pression suffisante pour alimenter donc toute la densité de la population présente. D'accord. Alors, oui, allez-y. L'un des défis aujourd'hui, c'est justement l'application de la réglementation. En principe, personne ne doit installer de suppresseurs sans une autorisation préalable. C'est la même chose pour la question des forages et autres. Je peux vous rassurer qu'on y travaille et c'est une question de préservation de la ressource d'abord et une question de préservation du droit des autres à avoir accès à la ressource. Vous l'avez très bien dit. J'installe un suppresseur, mais j'empêche celui qui est derrière moi sur le réseau d'avoir accès à l'eau. Et mieux, je dégrade le réseau autour de moi. Moi d'abord, le reste, je m'en fous. C'est ce que les gens pensent ou c'est ce que les gens disent. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a compris la logique dans laquelle nous travaillons, c'est la durabilité. Il ne s'agit pas de résoudre les problèmes de façon ponctuelle. Donc, la réglementation également est en train d'être corsée pour que, de façon progressive, on puisse d'abord sensibiliser, mais amener tous les acteurs nationaux à comprendre le bien fondé de respecter un certain nombre donc, de tests en la matière. Alors, parmi les choses bien qui ont été faites par, on va dire, les pouvoirs publics, il y a, on va dire, cette question des collines, du département des collines, où on peut désormais avoir l'eau à plein temps. Vous avez été sur le terrain, William Apollinaire-Tchoki. On va voir votre reportage. Ces populations désormais ne sont plus dans un stress hydrique. Elles ont l'eau à portée de main et à foison. Regardez. C'est un paysage, carte postale. Une des rares zones humides du département des collines. Elle est rythmée par d'innombrables chants d'oiseaux. Nous sommes sur l'un des bras du fleuve Ouémé. Et c'est ici qu'est déposée cette station de pompage d'eau de surface
pour alimenter les villes de Dassa, Savè et Glazoué. Soyez les bienvenus. Ouais. Ici, nous sommes sur le site de la station de pompage numéro 1. C'est la source qui alimente actuellement les 3 villes. Une solution trouvée pour faire face efficacement à la sécheresse hydrique, due en grande partie à la zone hydrogéologiquement difficile de cette partie du Bénin. Ici, nous avons 3 pompes installées de capacité unitaire 750 m3 par pompe. Donc au total, c'est une station qui a une capacité de 1500 m3. 1500 m3 heure. Cette station vient en appoint à ce barrage, le barrage d'Ayedjoko. Il a une capacité de 2 millions de mètres cubes, de quoi couvrir les besoins sur une longue durée. Même si la population actuelle venait à être multipliée par 10. Malgré la période d'étiage que nous traversons, vous voyez, on a un volume important d'eau dans le barrage. Et c'est ce volume d'eau qui est dans le barrage qui dessert actuellement les 3 villes, à savoir Savè, Dassa et Glazoué, à travers la station de pompage SP2 que nous venons de visiter. Le barrage vient de traverser sa 4e saison et elle se comporte très bien. Toute l'eau tirée de ce bras du fleuve Ouémé et du barrage d'Ayedjoko est gérée ici. La station de Gobé, le cœur du dispositif de traitement d'eau refoulée après vers Savè, Dassa et Glazoué. L'eau qui est pompée de la station de pompage de SP2 de Ayedjoko, qu'on a vu tout à l'heure, l'eau là vient ici et se répartit sur 2 lignes. Chaque ligne a une capacité de traitement de 750 m3. Un dispositif ultra moderne de dernière génération. Des bassins de décantation, de floculation, coagulation, chloration et filtration. Toute une filière de traitement d'eau potable. Actuellement, le réservoir de Dio est rempli à 87%. Ici, c'est l'eau traitée. L'écran qui nous permet de nous renseigner sur la turbidité, le pH et le chlore résiduel de l'eau traitée au niveau de la ligne 1. Et de l'autre côté, c'est la ligne 2. Tout ce que nous avons vu, nous avons le schéma en miniature ici. En bas, ici, nous avons la SP1, la station de pompage numéro 1, où vous avez les 3 pompes qui sont là. Dans les maisons, la satisfaction se lit sur les visages. On pousse un ouf de soulagement. Maintenant, ça va. Ça va. Le liquide source de vie est disponible en toute heure et le débit au robinet en dit long. Ça sort vraiment, hein. Voyez. Donc maintenant, le coup là, à gogo. Les stations de pompage et de stockage jonchent ces différentes localités, autrefois en manque cruel. La zone de socle sort enfin de sa sécheresse hydrique. Il y a encore plus grand qui vient, le barrage Lifo, avec ses 12 millions de mètres cubes de capacité. L'infrastructure sort déjà de terre. Et Alain Tossonon, on parle aujourd'hui de plus de 800 milliards de francs CFA investis donc, dans les projets liés à l'eau potable au Bénin depuis 2016. On se rend à l'évidence que c'est un projet colossal. C'est beaucoup d'argent injecté finalement. Oui, bien sûr. Et il faut saluer cet engagement, l'engagement et puis qui a été suivi donc des faits, parce qu'on pouvait prendre l'engagement sans que effectivement on ait de... Donc aujourd'hui, je pense que ce qu'il y a, c'est vraiment de s'inscrire dans la durabilité de tous ces investissements. Parce que comment on fait pour que, effectivement, tous ces investissements, on puisse, pendant 30, 50 ans, qu'on s'assure qu'effectivement, donc il faut investir dans la maintenance donc de ces infrastructures. Et surtout aussi la question de la protection de la ressource. Vous voyez,
avant qu'on ne réalise ces ouvrages, il faut vraiment que l'eau soit disponible. Et vous avez vu parfois dans ces zones-là, hydrogéologiquement difficiles, c'est des eaux de surface qu'il faut mobiliser et tout. Donc il faut s'assurer qu'effectivement qu'il n'y a pas de la pollution. Et là, il faut travailler à sensibiliser davantage donc, les populations pour qu'effectivement l'eau, même si on vient la traiter avant donc, de la mettre à disposition, que déjà à l'origine qu'elle ne soit pas suffisamment polluée. Parce qu'après, il faut beaucoup d'argent pour pouvoir donc, la potabiliser. Donc il faut que derrière tout ça, qu'il y ait un dispositif donc, de protection donc, de la ressource, parce que nous traversons aussi, nous sommes dans le contexte de changement climatique, où effectivement la pluviométrie va baisser. Comment ça baisse déjà. Donc comment on fait véritablement pour continuer par faire tourner cette turbine-là afin que l'eau soit toujours disponible dans les maisons. Donc c'est vrai, un pas de géant a été fait, mais il y a encore un travail derrière qu'il faut faire de suivi donc, de la ressource pour qu'on s'assure qu'effectivement l'eau ne vienne pas à manquer un jour donc, dans ces infrastructures-là. Et c'est là où je crois que le directeur général de l'eau est interpellé, parce que là, c'est lui qui se charge de faire cette surveillance-là de la ressource, parce que c'est très important. Et pour terminer, je pense qu'il faut continuer aussi à investir dans la connaissance de la ressource. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on a des connaissances mais qui ne sont pas assez pointues, je vais dire. Parce que si vous voulez faire une meilleure planification donc, de la ressource, c'est que vous devez à l'origine vous assurer que vous savez qu'est-ce qui est disponible et comment planifier maintenant donc l'exploitation de cette ressource-là d'ici 50 ans, d'ici 100 ans, pour que les robinets, à un moment donné, au niveau donc, des barrages, on a vu ailleurs des barrages qui, après 10 ans, après 20 ans, commencent à manquer d'eau. Donc je crois que c'est important, c'est un pas de géant, il faut saluer, mais il faut mettre en place ce dispositif pour pouvoir suivre et surveiller tout ce qui donc, et surveiller la ressource. Alors William, vous avez été, on va dire, dans plusieurs régions, dans plusieurs localités de notre pays où des barrages, des infrastructures de cette nature sont en train d'être déposées pour permettre aux populations d'être soulagées, d'être délivrées du stress hydrique dans lequel elles se trouvent, ces populations-là. Il y a aussi la question, Alain ne sait pas le rappeler, de l'entretien de ces infrastructures. On s'imagine que ça va coûter une fortune. Si, ça va coûter une fortune. Vous savez, tout à l'heure, vous avez donné le budget 800 milliards de francs CFA. C'est parce que d'abord, c'est l'eau de surface que nous utilisons. Il a expliqué. Il faut d'abord filtrer, décanter, chercher à enlever tout ce qui est impurité avant de servir les robinets dans la maison. Donc cela coûte beaucoup plus cher. À part cela, les infrastructures qui ont été installées à Gobé, c'est pas dans d'autres localités ou quand même qui doivent desservir toutes ces localités, c'est des choses à protéger. C'est pourquoi il faut avoir une main-d'œuvre de qualité qui connaît, qui maîtrise l'utilisation de ces différentes machines. Sinon, si on n'a pas cette main-d'œuvre de qualité, alors on a beau acheter ces machines aujourd'hui, mais dans quelques années, ça ne va pas bien fonctionner. Et cela, il faut demander à ce qu'on forme chaque fois cette main-d'œuvre qui est là sur place et penser aussi à former d'autres jeunes qui vont prendre la relève. Et cela, on est sûr d'avoir cette eau. Mais il a évoqué un aspect tout à l'heure qui est très important. Il faut qu'on évalue cette quantité d'eau que nous avons au pays. Vous savez, quand chaque année il pleut, la bonne partie de cette eau-là retourne encore en mer. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour retenir un peu cette eau-là et l'utiliser, le réutiliser autrement? Il faut aussi penser à cela parce que les changements climatiques sont là. La quantité d'eau qui tombe, il y a peut-être 10 ans, 5 ans, ce n'est plus la même qui tombe aujourd'hui. On l'a vu avec les prévisions saisonnières. On a dit qu'on aura une diminution de la quantité d'eau qui tombera. Donc, comment faire pour garder déjà le peu qui tombe, l'utiliser pour les années à venir? Donc, il faut qu'on pense à tout ceci et peut-être on pourra quand même gérer le problème au mieux. Monsieur Onkonou, on sait que dans les années à venir, comme le prédisent les spécialistes, il y aura la guerre de l'eau. Ça a d'ailleurs déjà commencé dans certaines régions du monde. On sait que l'eau divise pas mal de pays dans le monde. Forcément, c'est une ressource à préserver. Aujourd'hui, on est en train de faire des progrès pour une bonne couverture du territoire national en eau potable. C'est déjà un pas, mais comment est-ce qu'on rationalise déjà la ressource? Vous savez, le gouvernement a toujours été dans une approche holistique. Je le redis encore une fois, il ne s'agit pas de résoudre un problème de façon ponctuelle. Depuis 2017, la Direction générale de l'eau a été recentrée sur la question de la GIR, la gestion intégrée des ressources en eau. Monsieur Tossono l'a rappelé tout à l'heure, il est important de mieux connaître la ressource, de la suivre, toutes les utilisations qui sont faites,
et de pouvoir s'assurer que tous les usages en ont en quantité et en qualité. On parle de l'AEP, de l'approvisionnement en eau potable, mais il y a également les industries qui utilisent la même ressource. Il y a l'agriculture. Donc aujourd'hui, depuis 2017 déjà, nous sommes en train de mettre en place la question de l'actualisation de tout ce qui est connaissance, la ressource, de son évaluation stratégique, la densification du réseau de suivi sur tous les cours d'eau, mais également au niveau donc, des aquifères et la centralisation donc, de la base de données qui permet de prendre la décision en temps réel pour pouvoir éviter tout conflit entre usages. La priorité étant donnée avec le décret, l'un des décrets qui a été pris en décembre dernier, à l'AEP, donc au service public. Je voudrais revenir sur l'ingéniosité et l'innovation des collines. Vous savez qu'on est en zone de socle, où même si vous arrivez à faire un forage avec les nouvelles technologies, vous tombez sur une poche. Vous avez l'eau, vous avez au début un gros débit, mais au fur et à mesure de son exploitation, vous pouvez passer de 60 m3/h à 10 m3/h au-delà, après juste quelques mois. Donc l'option durable, c'est l'option de la mobilisation donc, des eaux de surface. Et mieux, nous avons en plus du barrage d'Aïdjoko qui fait 2 millions, nous avons celui de l'IFO. L'innovation ici, pour anticiper sur les questions de changement climatique et autres, c'est de pouvoir interconnecter les deux barrages. Donc désormais, on peut se dire de façon réelle que la question de la mobilisation de la ressource en eau pour desservir les populations des collines est définitivement résolue. Il restera donc la question de l'accès réel. Donc les branchements ont commencé, ils sont en accélération. Il restera la question donc de la maintenance et autres. Et pour ça aussi, il y a la réforme qui a commencé, qui a donné déjà naissance donc à la SOBIE, depuis avril dernier, la Société béninoise des infrastructures d'eau, qui va gérer désormais tout le patrimoine que nous avons là. Vous voyez, c'est important, le gouvernement anticipe. Tous les investissements qui sont faits, toutes les infrastructures d'eau qui sont réalisées, sera confiées donc à cette agence qui est donc en opérationnalisation. Du coup, on pourra anticiper sur leur entretien, leur maintenance, leur extension, puisque la population est sans cesse exactement croissante. Et nous avons donc une autre agence qui est en cours de création, qui va gérer, qui va faire donc l'exploitation de tout ça. Donc c'est pour vous rassurer, pour dire que c'est une politique qui se met en place et qui a déjà anticipé sur les questions de changement climatique, les questions de démographie, donc l'accroissement des besoins, autant en eau potable que pour l'agriculture, que pour donc les industries. Merci beaucoup à vous, M. Saïd Onkono. Vous êtes le directeur général de l'eau. Merci également Alain Tosunon. Merci William pour votre participation à ce débat sur, on va dire, les progrès réalisés par le Bénin en termes d'approvisionnement en eau potable. Vous passez, monsieur, une excellente journée du mardi et à mardi prochain. Merci à vous. 5 sur 7 matin, encore un dernier rendez-vous à tenir, celui avec Marcel Arrossi. C'est le dernier qui vient boucler la boucle. À tout de suite.